Je vais maintenant convier André Roche à nous rejoindre. Bienvenue, installez-vous. Vous êtes professeur émérite des universités à Strasbourg, spécialiste d'histoire culturelle. Vous avez publié divers livres, divers articles sur l'histoire du corps, de la violence, de l'identité masculine, des loisirs. Vous êtes intéressé aux péchés capitaux, à la luxure, à la paresse, publié La paresse en 2014, La luxure en 2018. Et en octobre 2021, je vois, merveille, un livre qui s'intitule L'envie, une passion tourmentée. D'ailleurs, on a le visuel de la couverture chez Champvallon. Donc évidemment, j'ai lu avec attention ce magnifique écrit, ces magnifiques écrits. Vous avez passé, je crois, 4 années de recherche et d'écriture sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire sur ce concept de passion ? Bon, tout d'abord, je tiens à vous saluer, à vous remercier d'être venu pour nous écouter. Et je vais faire en sorte de ne pas trop vous faire plonger dans les malheurs de l'envie. Alors, qu'est-ce qui pousse la situation d'un chercheur en sciences humaines est fondamentalement différente de celle que vient de décrire Marc Lacheseret, car en sciences humaines ou en sciences historiques, une fois qu'on a un crayon, de l'encre, puis des livres, on n'a pas besoin d'autre chose. Vous voyez, donc c'est pas du tout le même contexte. Alors, s'agissant de l'envie, je crois qu'à la réflexion, parce qu'au moment où vous m'avez invité, je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien dire? C'est une culture qui n'est pas la mienne, ils vont s'ennuyer. Bon. Et puis, petit à petit, vous avez réussi à me convaincre, parce que la notion d'envie entrait d'abord dans une première trace qui est celle des passions. J'avais fait un livre à la fin des années 90, quelque chose comme ça, sur la boxe. Et ce qui m'intéressait, c'était pas les records de boxe, non. Ce qui m'intéressait, c'est de voir quelles sont les passions qui font que, à un moment donné, des gens lisent le journal, des gens vont à des combats, éventuellement en parlent lorsqu'ils sont présents devant un café ou devant une bière ou de ce que vous voudrez, etc. Donc, quelles sont les passions qui les animent? Et de cette expérience, qui a aussi pris quelques années, j'ai tiré 2 choses. La première, c'est qu'il fallait lire le journal. Donc j'ai lu de 1898 jusqu'à 1975 toute l'équipe. Et puis ensuite, j'ai lu tous les... Ben, c'est ça le travail de l'historien. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, ça prend du temps. Mais enfin, ça reste passionnant. Je continue à le dire. Et une fois que j'avais fait ce travail, ensuite on m'a sollicité pour faire d'autres choses, en particulier une histoire des vacances. Les historiens, ce sont les sociologues qui se sont en premier intéressés aux loisirs. Lorsque les historiens y viennent, ils ne pensent pas aux vacances, ils pensent au week-end, ils pensent à la télévision, à des choses comme ça. Donc j'avais choisi quelque chose que personne n'aurait trait. J'arrive à mon deuxième intérêt. La passion d'envie, ça n'intéresse personne. Parce qu'il y a quelques livres remarquables, bien sûr, mais ce n'est pas très stimulant. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pour quelles raisons. Et alors la troisième chose que j'ai faite, mais ça je l'ai découverte au fur et à mesure de mon travail, je me suis dit, voilà, pour que le livre ait un sens, étant donné que ce n'est pas un sujet aussi affriolant que la luxure ou que la paresse ou que la boxe, etc., je vais essayer de faire en sorte de traverser les grands textes de la littérature française d'abord, mais aussi éventuellement la littérature étrangère. Et donc, j'ai choisi, au lieu de chercher des sources auxquelles personne n'a jamais pensé, parce que c'est ça l'enjeu des chercheurs,
en histoire, c'est de trouver à un moment donné une source qui n'a pas été exploitée. Je me suis dit, non, je vais faire l'inverse. Je vais prendre les grands textes, donc ça peut être Molière, ça peut être Racine, ça peut être Billy Budd, ça peut être Georges Perec, etc. Et je vais les faire parler, je vais leur faire parler de l'envie. Voilà, je ne sais pas, c'est ce que vous... Parfait. Donc on va en venir Merci pour à le la compliment. question. On va venir à la question qui intéresse, je crois, la plupart. On l'a vu, hein, le concept de l'envie n'est pas toujours très bien compris. C'est quoi l'envie finalement pour vous? Alors j'ai préparé un petit papier, je peux un peu l'utiliser, ça ne vous dérange pas? J'ai plusieurs vies. Alors vous me direz, c'est facile, vous avez vieilli, donc vous avez... Bon. J'ai commencé par être professeur d'éducation physique, et puis au bout de 2 années dans ces études, j'ai fait de la philo. Et parce que j'avais rencontré des copains qui faisaient de la philo, bon pourquoi pas, hein, c'était absolument passionnant. Donc j'ai fait un travail avec Georges Gusdorf, une thèse, et puis ensuite je me suis orienté vers l'histoire parce que j'avais rencontré Georges Snyders, qui est resté mon patron, si vous voulez. Et donc au cours de cet itinéraire, à certains moments, on m'a demandé de faire des entretiens. Alors, je crois que vous appelez ça des entretiens d'embauche, mais peut-être que ça s'appelle encore autrement aujourd'hui. Donc, il y avait effectivement des entretiens d'embauche pour une responsabilité, par exemple la direction d'une maison de jeunes ou la direction de ceci ou de cela. Et qu'est-ce qu'on demande à quelqu'un qui se présente à un entretien? Tout d'abord, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, allez, on va dire de l'hygiène, de la santé. On veut qu'ils aient de l'énergie. Alors, on n'appelait pas ça comme ça, on disait il faut qu'il ait de la niaque, qu'il ait de l'envie. Véritablement, c'est quelqu'un qui s'accroche, c'est quelqu'un qui a de la résistance, qui a de la résilience, c'est quelqu'un qui a un sens du combat, de la compétitivité, etc. Bref, première qualité. Puis la deuxième qualité qu'on va attendre de lui, c'est qu'il ait en quelque sorte le sentiment qu'à un moment donné, il triomphe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il l'emporte sur les autres et son triomphe est quelque chose qui, positivement, lui donne un sens à sa vie, à ce qu'il a fait, etc. Et puis peut-être la dernière chose qu'on voulait, c'est qu'ils aient le sentiment qu'une vie s'est faite de progression, de promotion et de réussite à plusieurs niveaux. Eh bien, l'envie qui, moi, m'a intéressé, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'envieux, ce n'est pas quelqu'un qui veut ce que les autres ont. Ce n'est pas ça. L'envieux, c'est celui qui ne veut pas que les autres l'aient. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils les dégradent. C'est-à-dire qu'ils les font redescendre à leur niveau. Donc l'envieux est quelqu'un qui manque de puissance et qui, ne pouvant pas s'élever, fait descendre les autres. Alors comment il fait? Je sais pas, vous avez peut-être vu, tout d'abord, quelqu'un dit, voilà, aujourd'hui j'ai fait ceci, cela, il ricane, ou il trouve une petite remarque sarcastique qui va rabaisser le propos. Ou alors, il va chercher, en chuchotant dans l'oreille du voisin, des choses qui portent sur sa vie privée. C'est très intéressant, ça, de pouvoir rabaisser une personne en soulignant que dans sa vie privée, ce n'est pas exactement ce qu'il est en train de raconter. Ou alors, il a aussi la possibilité, à un moment donné, de changer de stratégie et de se mettre à flatter, vous voyez, à se montrer complaisant, un peu doucereux, etc., pour le piéger, bien sûr. Et puis alors, il y a aussi la possibilité d'aller chercher peut-être dans un document qui n'existe pas, ce qui permet de faire de la diffamation ou de faire de la calomnie ou de dénigrer, etc. C'est ça l'envie. L'envie en action, c'est faire en sorte de dégrader, d'humilier, de l'abaisser, éventuellement de le souiller. Voilà l'envieux. Alors, c'est vous le premier qui m'avez recadré sur ce concept. Et j'ai beaucoup lu derrière.
en sciences de gestion, j'ai lu en psychologie sociale, et j'ai vu qu'il y avait quand même différentes approches concurrentes, dont l'une de cette envie bénigne qui n'a pas du tout de malveillance, et l'envie maligne que vous évoquez. Et ce qui est assez frappant, c'est que dans différents pays, les Hollandais, les Allemands, les Turcs, je crois aussi, il y a deux mots pour évoquer l'envie. Et je crois même qu'en russe, il y a l'envie positive, l'envie blanche et l'envie noire. Alors comment vous positionnez-vous par rapport à cette approche ? Alors, je crois que Jean-Luc Emery l'a tout à l'heure évoqué, nos sentiments, nos passions sont toujours équivoques, ils sont ambigus. Il y a l'un et l'autre, donc le blanc et le noir. Dans ce qui m'a guidé, il y avait l'idée de voir comment cela s'articule avec des thèses contemporaines. Par exemple, vous prenez le Misanthrope de Molière, 1666, quelque chose comme ça. Bon, vous lisez, donc il explique que sa raison ne le gouverne plus, que maintenant il a une telle pulsion que il en attrape. Alors il dit pas la jaunisse, il dit que c'est le fiel qui vient l'envahir, etc. Lorsque vous regardez cela, vous ne pouvez pas le comprendre indépendamment des théories que Descartes défend à la même époque sur les humeurs et sur les animaux mécaniques. Vous voyez, c'est des choses comme cela qui m'ont guidé. Alors, prenons un deuxième exemple. Vous avez certainement lu, enfin, je pense, du moins, en tout cas, les aînés parmi nous ont lu de Georges Perec les choses. Dans Georges Perec, dans ce texte, Georges Perec nous montre deux jeunes qui font des enquêtes d'opinion sur des produits commerciaux. Et puis petit à petit, ils sont pris au piège de leur propre enquête et ils se mettent à désirer des choses qui évidemment étaient hors de leur portée au moment où ils sont nés, au moment où ils étaient enfants. Mais ils s'aperçoivent aussi que petit à petit, plus ils voient ces choses et puis ils en désirent d'autres qu'ils n'ont pas. Et donc dans cette course perpétuelle, il y a ce que vous évoquez à l'instant, pour moi, toute une théorisation qu'on trouvera en particulier chez Lipovetsky, toute une théorisation sur la société de consommation et sur ses mécanismes de fonctionnement. Voilà ce qui, a priori, pour le chercheur, pour l'historien, est important. C'est de faire en sorte de situer, ici une passion. Alors, tout à l'heure, vous avez dit un péché en soulignant que ça vous était étranger. Bien sûr, ça nous est étranger. Mais le travail de l'historien, c'est de se demander, mais à un moment donné, ce n'était pas étranger. Alors, comment ça fonctionnait ? Et en fait, le pécheur, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui oublie son Dieu. Et l'oubli de Dieu, c'est un péché capital. D'une certaine manière, c'est l'orgueil. Et bien juste derrière l'orgueil, après la vaine gloire, il y a l'envie. Donc comprendre ce dispositif, comprendre son a priori qui est le pécheur, c'est pas quelqu'un qui fait quelque chose entre guillemets de mal, c'est quelqu'un qui se détourne de Dieu et qui évidemment entre dans le mal. Et de ce point de vue, si l'envie a un sens, c'est que précisément c'est par l'envie que le démon a fait entrer l'homme dans l'histoire. Autrement, il n'y avait pas d'histoire, puisque c'était dans l'éternité. Alors justement, dans ce livre, vous parlez d'une certaine forme de bascule au XVIIIe siècle, comme si cette envie, maligne plutôt, était mieux accueillie ou nécessaire. Comment peut-on l'expliquer ? Alors,
il y a plusieurs XVIIIe siècle. Hein. Mais avant de commencer, je voudrais vous inviter à aller voir une exposition qui est à Marmottan et qui s'appelle Le théâtre des émotions. Et il y a précisément sur le 18e, je trouve que ce n'est pas suffisant à mes goûts, et je l'ai dit d'ailleurs aux organisateurs, mais il y a sur ce 18e et sur les libertins un certain nombre d'œuvres, elles ne sont pas très nombreuses, et là d'ailleurs, de Boucher, Fragonard, Watteau, etc., et qui montrent ce que les libertins ont introduit par rapport à leurs prédécesseurs. Si vous voulez, prenons l'exemple de Don Juan. Don Juan, c'est un orgueilleux qui se cache, quoi. Il essaie de dégrader la foi, il essaie de dégrader l'amour, il essaie de dégrader le bonheur. Donc c'est véritablement dans la lignée, entre guillemets, chrétienne classique, celui qui répond le mieux à l'appel. Par contre, si vous lisez Choderlos de Lacau, les liaisons dangereuses, si vous lisez Casanova, l'histoire de ma vie, ou si vous lisez, j'ose pas le dire, Sade, vous apercevez que quelque chose est radicalement nouveau. Et qu'est-ce qui est nouveau? Eh bien, prenons le roman, enfin donc les échanges de lettres des liaisons dangereuses. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils utilisent l'envie pour créer de la passion. Autrement dit, chez Choderlos de Lacau, l'envie est un vecteur, une sorte de dynamite de passion. Donc ils vont faire marcher, comme on dirait aujourd'hui, ils font des mauvais tours, ils vont faire marcher Danceny en lui faisant croire que la marquise, elle est amoureuse de lui, mais etc. Et c'est ainsi que l'envie naîtrait, que l'envie deviendrait, entre guillemets, positive. Par contre, Casanova, lui, c'est totalement différent. Casanova, il dit, tout ça, ces gens qui veulent créer de la jalousie, ils perdent leur temps. En plus, ils font souffrir quelqu'un. Mais non, il faut jouir, point. Faut pas. C'est esthétique. On n'est plus dans la morale, on n'est pas dans la religion, on est dans l'esthétique. Donc pour répondre rapidement à votre question, j'insiste pas sur Sade parce que là, on est encore là demain matin, parce que c'est à mon avis le plus grand philosophe que nous ayons eu sur ce sujet. Sur ce sujet-là, je n'ai pas à juger ce qui par ailleurs lui a valu de passer un certain nombre d'années à la Bastille. Mais la nouveauté qu'introduisent les libertins au XVIIIe siècle, c'est que d'une part, ils claquent la porte à toute une tradition sur l'envie, et d'autre part, ils claquent aussi la porte à tous les rationalistes de l'époque, puisque précisément le siècle des Lumières se veut le siècle où la raison va l'emporter. Mais les libertins vous disent la raison, c'est ce qui compte, ce sont les passions. On verra la raison plus tard, vous voyez. Et alors il y a un deuxième, je sais pas, ouais, il y a un deuxième courant qui vient de l'Angleterre avec Bernard de Mandeville et puis avec Hume un peu plus tôt, et qui fait de l'envie, en quelque sorte, ce qui est va devenir le germe d'une société de production. Autrement dit, prenons un exemple simple, il parle de luxe, puisque vous savez, au XVIIIe siècle, la discussion sur le luxe est très importante, aussi bien en Angleterre qu'en France. Et il dit, voilà, si vous n'avez pas de gens qui se laissent aller au luxe, les boulangers, ils n'auront pas à travailler, les savetiers, ils n'auront rien à faire, etc. Donc, d'une certaine manière, chez Bernard de Mandeville, il y a cette idée que l'envie, premièrement, elle existe chez tous les êtres animés, y compris les chevaux, les chiens, je vous passe le détail parce que vous allez lire le livre en sortant, bien sûr. Et d'autre part, il montre que c'est pour les sociétés de production, pour les sociétés qui, d'une certaine manière, s'enrichissent, eh bien, l'envie est une nécessité. Par contre, les sociétés qui se contentent du quotidien, alors celles-là, elles demeureront dans leur pauvreté. Vous voyez, c'est ces deux idées que j'ai cherché à développer. Il y en a peut-être d'autres, mais elles m'ont paru à la fois très différentes et en même temps marquer véritablement la rupture qu'a été le XVIIIe siècle dans l'histoire
de cette passion, parce que si vous voulez, le mot péché vient assez tard, hein. Au IVe siècle, on dit passion, on dit. Évagre le Pontique écrit passion. Voilà. Bon. Alors, si on en vient aux dispositions à l'envie, du point de vue de l'envieux, selon vous, quels peuvent être les facteurs déterminants? Je sais que la question est vaste, et si on peut avoir quelques retours sur ces différentes dispositions. Alors, je l'ai intitulé une passion tourmentée. Mais pourquoi tourmentée? En fait, l'envieux, il fait du mal à l'autre. Pourquoi est-ce que ça le tourmente? Eh bien, précisément, il y a cette idée que, mais là, je pense que vous seriez mieux à même d'en parler, il y a cette idée que, en faisant du mal à l'autre, en retour, je me crée mon propre tourment. Autrement dit, il y a fondamentalement le tourment de l'envieux, il est fait dans le fait que lui-même, à la fois en réponse, mais en même temps dans le fond de son existence, va chercher à vivre dans l'envie, à vivre de l'envie. Et tout à l'heure, vous citiez, l'un d'entre nous citait Saint Augustin, à savoir les deux enfants, les deux nourrissons. Donc il y en a un qui a déjà pris le lait de sa mère, et donc il est satisfait, il est saturé, et à ce moment-là, elle se tourne vers le jumeau, et le premier se met à gueuler, se met à manifester. Et c'est repris par Lacan, cette histoire. En fait, il n'a plus besoin de lait, mais il a le désir de faire en sorte que l'autre ne lui prenne pas l'amour de la mère. Donc c'est cette dynamique qui petit à petit va s'inscrire dans un comportement et peut rendre quelqu'un fondamentalement envieux. Et en ce sens, c'est plus le manque d'amour ou ses équivalents, bien sûr, au cours de l'existence, parce qu'il y aura d'autres objets d'amour qui vont se présenter, qui peut-être reproduisent le premier, je ne sais pas, je ne suis pas très capable de le dire, mais l'envieux est quelqu'un qui est insatisfait parce qu'il est, d'une certaine manière, impuissant à maîtriser le monde. Alors, vous parlez dans ce livre également de la Schadenfreude. Donc, Schadenfreude, c'est un terme qui vient de l'allemand, qui n'a pas vraiment de traduction dans les autres langues, donc qui reste tel quel, et qui est ce sentiment de plaisir qui est procuré par le malheur de l'autre et qui participe d'une comparaison sociale descendante, peut-être par opposition avec l'envie, qui est plutôt une comparaison sociale ascendante, où l'envieux est en infériorité. Pouvez-vous nous parler un petit peu de la Schadenfreude? Alors, Schadenfreude, Freude, c'est la joie, et Schaden, c'est le dommage. Autrement dit, quelqu'un descend les escaliers, il perd l'équilibre, vous éclatez de rire. Donc, non, pas vous, mais je suis désolé, ne m'en voulez pas. Bon, donc c'est le plaisir du dommage que l'on fait à l'autre. Alors, la première fois que moi je l'ai rencontré, c'est chez Nietzsche dans un livre qui s'appelle Humain trop humain, mais les psychiatres, les psychanalystes le retrouvent évidemment chez Sacher Masoch, donc pour le sadisme, masochisme, et puis chez Freud, et ensuite chez d'autres théoriciens. Donc l'idée ici, c'est que le malheur de l'autre, le dommage de l'autre, donne de la joie. Et autrement dit, donne de la jouissance, pardon, plutôt que joie, donne de la jouissance, et que par conséquent, le sadique, celui qui se repaît de la Schadenfreude, c'est celui qui cherche constamment à retrouver ce plaisir du mal
que l'autre subit et qui provoque chez lui une satisfaction. C'est un tout petit peu plus compliqué, mais je retiendrai ces éléments-là. Alors c'est évidemment à partir des travaux de Sacha Masoch que nous le connaissons, mais fondamentalement, c'était Nietzsche qui l'avait introduit et qui a d'ailleurs donné ce terme qu'on ne traduit pas parce que c'est un concept en soi. Vous voyez, le traduire, ça serait le trahir. Pour certains auteurs, ça peut même être une vertu. Par exemple. Mais trouver que finalement les choses reprennent leurs justes aspects. Oui, là alors, on peut penser que, d'une certaine manière, à un moment donné, l'envieux rétablit un équilibre. Autrement dit, s'il manque de puissance pour pouvoir entrer en compétition avec un autre ou pour pouvoir réaliser ses désirs, l'envie va tout remettre à plat. L'envie va tout niveler. Mais enfin, souvenez-vous quand même de la Thébaïde, donc cette tragédie racinienne où Étélocle et Polynice, qui sont les enfants de Diogène, s'entretuent au moment où tout s'équilibre, toute la famille, toute la cité est réduite à néant. Alors on a envie, au-delà de l'histoire culturelle, d'avoir à titre personnel le sentiment du chercheur. Comment réagissez-vous à l'envie et quelles sont vos réponses à ce sentiment? Vous savez, je suis comme tout le monde. Moi aussi, je suis envieux, au sens que je viens de développer, bien sûr. Mais ma réaction, mais c'est peut-être aussi parce que ma vie n'est pas un échec, ou plutôt que je la considère comme quelque chose qui m'a donné de la satisfaction. L'envie me prive de savoir quel est mon propre désir. D'une certaine manière, je n'aime pas l'envie parce que elle me fait tomber dans l'influence, sous l'influence de l'autre. C'est son succès, c'est ses désirs qui petit à petit m'aimantent vers lui. Et je sais que c'est une mauvaise voie. Je sais que c'est une mauvaise voie en ce sens que ce n'est pas la mienne, que j'ai une autre histoire, que vraisemblablement j'ai aussi d'autres circonstances, et que en me laissant dévier comme cela, ça n'ira pas, ça ne marchera pas. Voyez, c'est de ce point de vue que je m'équipe contre ce tourment qu'est l'envie. Alors, je vous rassure, ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. Et la séduction est quelque chose, enfin disons, est une attitude à laquelle moi je suis, oui, très très sensible. C'est-à-dire que les autres m'attirent plus facilement que moi-même, et de ce point de vue, trouver mon propre, puisque vous me demandez de parler à la première personne, trouver mon propre désir et ma propre voix, c'est pas simple. C'est véritablement un effort. C'est je ne vais pas dire une contrainte, mais ça demande une réflexion sur soi, sur moi donc, et par conséquent aussi l'acceptation de ce que chacun d'entre nous est devenu, parce qu'il ne l'est pas, il est devenu, et de ce qu'il va éventuellement pouvoir encore faire. Est-ce qu'on peut parler de cette magnifique couverture, puisque nous avons le visuel? Alors, disons les choses. Au moment, lorsque j'ai fait ce livre, je voulais à la fois qu'il y ait des textes littéraires et qu'il y ait des illustrations, autrement dit des œuvres d'art, parce que je pensais que c'était indémontrable, que la démonstration ne pouvait pas fonctionner sans de l'imagerie. Et donc, dans le livre, alors pardon, dans un premier temps,
j'ai eu beaucoup de mal à faire admettre à un éditeur que il y aura du texte et il y aura des images. Pour une raison très simple, c'est que les images, ça coûte cher. Voilà. Mais vraiment, vous êtes très fort, c'est très bien, mais votre projet est remarquable, mais les images, ça ne va pas. Et je ne voulais pas m'en priver. Donc, oui, je suis reconnaissant à Patrick Beaune, qui dirige les éditions Champvallon. Quand je lui ai proposé, il m'a dit, mais oui, il n'y a pas de problème, on fait les images. Simplement, étant donné les coûts, il y aura des images en couleur et il y aura des images en noir et blanc, bon, plutôt en gris. Et comme il faisait un effort, j'ai fait un effort moi aussi. Et puis on s'est entendu, là vous voyez, c'était de la sympathie pour quelqu'un que j'ai jamais vu. Mais il y a eu un échange de courrier, une manière de faire qui m'a séduit. Et donc on a fait ça. Alors il m'a demandé de lui proposer les images, ce que j'ai fait. Et puis il m'a dit pour la couverture. Alors j'avais trouvé des choses quand même plus tendres que cela. Lui m'a dit c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lorsque vous voyez, alors c'est une œuvre de Debacker que vous trouverez à Naples au musée Capodimonte, pour ceux d'entre vous qui voyagent dans le sud de l'Italie. Et vous vous dites, ben, c'est une vieille femme. Attention, regardez les bras. Donc c'est pas tout à fait une femme. Deux, effectivement, elle est laide. Mais d'où vient sa laideur? Sa laideur vient de son regard. Elle regarde sur le côté. L'envieux, c'est quelqu'un qui ne vous regarde pas droit. C'est quelqu'un qui regarde sur le côté. D'ailleurs, en latin, envie, ça vient de invidere, et ça donne invidia, et c'est quelqu'un qui regarde de côté, qui fait de vous un mal vu. C'est ceux d'entre vous, hommes et femmes, qui ont été à l'école dans les années 60 encore, 70, se souviennent, ah lui c'est un mal vu. Hein. Bon, voilà. Et puis, son corps, quel est-il? Donc, si vous voulez, l'envie, c'est l'absence de vertu. C'est le fait de s'être détourné de Dieu et donc de s'être détourné des vertus, c'est-à-dire des valeurs. Or, ici, cette femme, elle a perdu la beauté. Donc, qu'est-ce qui aurait fait sa beauté? C'est ses seins, c'est son visage, c'est ses cheveux, etc. Donc, tout ça lui a été retiré et elle est devenue envieuse de cette manière-là. Et alors, elle regarde d'un côté parce que de ce côté-là, les frères de Joseph veulent le précipiter dans un puits. Alors, ça ne marche pas, ils sont obligés de le vendre, etc. Parce que précisément, ils sont envieux de lui, car il est le plus aimé du Père. En l'occurrence, dans l'Ancien Testament, c'est le Père qui l'emporte. Hein, nous pensons à l'amour de la mère. Bon, quelque chose a changé. Et donc, elle regarde sur le côté, et de l'autre côté, d'ailleurs, on aperçoit qu'ils sont en train de dissimuler les vêtements puisqu'ils l'ont dépouillé. Et alors, une dernière chose, ouais, Michel Pastoureau a fait un livre absolument remarquable. Bon, il n'a fait que des livres remarquables, mais il en a fait un sur le jaune. Le jaune, une couleur. C'est paru il y a 2 ou 3 ans, et il explique qu'il y a 2 couleurs qui sont des couleurs entre guillemets diaboliques, du moins jusqu'au XIVe siècle, parce qu'ensuite ça change. Et ça, Michel Pastoureau vous explique ça de façon merveilleuse. C'est le jaune et le vert. Et le jaune est la couleur des traîtres. Le vert est la couleur démoniaque, diabolique. Donc elle est en vert et jaune. Là, on a un tout petit peu accentué la couleur pour bien faire fonctionner le système. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, alors elle mange. Alors vous vous dites, elle mange la pomme. Non, elle mange son cœur. Parce que Dieu est un Dieu d'amour et l'envieux est un Dieu de haine. Et donc il mange son cœur.
Est-ce que ça va comme ça? Non? Pardon. Alors, merci. Ouais. Alors, les cheveux, il y a deux références. Il y a les serpents, et puis il y a, dans la mythologie grecque, oui, voilà, la gorgone. Dernière question. Sur quel sujet portera le prochain livre? Alors, bon, vous savez, écrire un livre, ça veut dire qu'on s'enferme beaucoup. Alors, je ne vais pas me plaindre. Je suis randonneur, je suis fréquemment dans les Vosges. C'est le bonheur. Hein. Mais tout de même, ça veut dire qu'on traverse, vous avez eu la gentillesse de le souligner tout à l'heure, on traverse une littérature importante, il faut la trouver, etc. etc. Donc ça vous bouffe du temps. Et ça vous mine à l'intérieur parce qu'il y a un moment, on ne trouve plus. Et je me laisse distraire. Donc je me laisse distraire par tous mes amis qui me disent, écoute, on est en train de faire un bouquin sur ceci. Le dernier, il me dit, on fait un ensemble de textes sur la chambre. La chambre, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas mon truc. Alors je lui dis, écoute, je vais te faire la chambre de ma fille. Parce que comme vous savez, ouais, je milite plutôt avec les féministes. Et donc je me suis dit, je vais pas faire la chambre du fils. En référence au film que vous avez vu, la stanza del figlio, je vais faire la chambre de la fille. Et puis, il avait à peine le texte qu'il m'en demandait autre chose. Donc, pour répondre à votre question, s'ils ne me distraient pas tous les uns et les autres avec ces... oui, des choses qui font plaisir. Enfin, c'est vrai que on est ensemble, on fait quelque chose de commun. Dans ce cas-là, je reviendrai puisque j'avais fait un livre là, sur l'identité masculine et je voudrais revenir sur la question des rapports hommes-femmes en me situant, bien sûr, du côté homme, parce que les recherches sur les rapports hommes-femmes vus par, pardon, par les historiennes sont nombreux. Je voudrais voir de l'autre côté. Voilà. J'ai répondu? C'est parfait. Un grand merci, André Roche. Un grand merci.